Salut à toutes, salut à tous, cette fois c'est la bonne, on arrive au bout de ce débriefing du marathon. Cette vidéo est la troisième d'une série, on parle tellement avec Sylvain qu'il a fallu découper en trois. C'est pas comme si on avait eu le choix, hein. Zebru prend le pouvoir à chaque fois, mais là c'est bon, j'ai pu récupérer les studios. Au programme ce coup-ci, encore d'excellents jeux, quelques vieilleries, un peu de jeu d'ambiance également. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez comment ça se passe. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, si le contenu vous plaît. Un petit tour sur coffee.com/rue du jeu, et puis bien sûr sur la boutique partenaire goldenmeeple.be. Ça fait plaisir, ils soutiennent la chaîne, c'est bien de les soutenir également. À la suite de ce jour 3, on avait toujours de moins en moins de sommeil, et pourtant, on reste frais, et ça commence par petit Trick and Snipers pour démarrer le jour 3 avec nos camarades qui nous ont rejoints de bonne heure avec le petit-déj. Beau geste de leur part. Trick and Snipers que moi j'adore, qui fonctionne dans toutes les configs. À 3, t'as plus de l'auteur de contrôle. Nana, Ouais, l'auteur de Trio. l'auteur de Trio. Fonctionne dans toutes les configs. À 3, t'as plus de contrôle. Là, on l'a joué à 3, mais à 4, ça marche. À 5, ça marche. Y a des personnes qui passent à côté, qui le trouvent nul. Moi, je trouve que... Beaucoup de gens. Hein. Moi, je trouve que c'est brillant. Moi, avant que j'y joue, j'ai vu que des retours négatifs de gens qui disaient « Oh, on comprend pas, ça peut se terminer en 2 plis. Oui, Ouais, mais c'est la beauté du jeu, quoi. Ouais. C'est vraiment un jeu à la japonaise. C'est laser, quoi. En 2 plis, tu peux gagner la partie. Bim bam. Si tu joues bien, c'est ça. Et c'est un jeu de capture. Il faut capturer les bons sets au bon moment. Ouais. Vraiment, il y a pas beaucoup de règles. Et le jeu est ultra malin. Et Ouais. ça a beau durer 5-10 minutes, ça monte en tension de fou, quoi. Parce que ces sets qu'on veut capturer, ils se cachent quelque part, et c'est fou, le thème n'a aucun sens, et en même temps, ce truc de track de proie au sniper, où tu cherches, mais où ils sont ces sets, C'est génial. tu le ressens. Les cartes sont magnifiques. Et ça se joue en une manche, ce que moi j'adore, parce que... Une main, ouais, à la place de dire... ah, on va faire 3 à 4 manches et puis on va compter les points, bah t'as juste envie d'en refaire une parce que c'est hyper rapide, mais on est quand même dans une autre partie. Et c'est important pour la sensation de fraîcheur et de renouvellement, donc moi... excellent. ça aussi, c'est introuvable, je crois que c'est dans mon top 10, ce jeu de pli. Trouvable au Japon facilement, mais pas en Europe. Peut-être que Golden Meeple va en récupérer, hein, ils en je eu pense à un qu'il devrait, moment, parce qu'il y en a, hein, ça se trouve quand même. Ouais. Alors, plus particulier... tu nous as sorti un jeu de pli de l'espace, moi j'ai pas participé. Ouais. Un jeu de pli avec de la plasticine, Ouais. croyez-le ou non. Et alors, des moments, pendant que moi je jouais à Navoria sur le côté, un jeu de pli à la plasticine dans lequel il faut parfois peser les boules, Pour voir qu'est-ce qui mesure quoi. Qui est la plus grosse. Donc, Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, ça sort encore, c'est les Olni japonais qui sortent de nulle part. Vraiment un jeu, on se dit mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Un jeu de pli où donc on va répartir, il y a 3 couleurs qui symbolisent des cartes en fait, et on va annoncer un nombre de plis qu'on va faire. Chaque joueur va annoncer un nombre de plis qu'il va faire, et après on va subdiviser ces boulettes en une main, en fait, en différentes mini-boules. On peut en faire entre 5 et 10. Donc les joueurs peuvent avoir différentes tailles de mains. Il y en a qui vont pouvoir jouer avec 8 boules, d'autres avec 5, d'autres avec 6. Et après, on va jouer des plis. C'est un must-follow classique. On joue une couleur, il faut suivre à la couleur. Et celui qui a la plus grosse boule, eh ben, il remporte les autres plis. Et il faut remporter son pari. Sauf que si un joueur a terminé, et que par exemple on joue à 3, il y a 2 joueurs qui ont terminé, le dernier joueur, s'il lui reste des boules, eh ben, il continue à jouer tout seul et il score des points. Donc tu peux très bien faire une strat où tu fais aucun pli et tu remportes juste les plis à la fin parce que tu sais que tu as fait plus que les autres, que tu as plus de boules que les autres. Tu as un côté ultra malin où tu comptes la quantité de plasticine que les autres ont joué pour estimer s'il leur reste des cartes de la couleur. Donc tu deviens complètement fou. Tu sais pas combien ils ont de cartes en main parce que c'est derrière un paravent, mais tu te dis, bon, là il a joué une énorme blanche, plus une petite blanche, il doit plus en avoir, mais autant il s'est fait un micro-bout blanc, tu vois. Et donc tu es dans ce côté-là à se dire, bon, c'est le moment de jouer ce pli-là, je devrais le remporter et tout. Franchement, on s'est ultra marré. La tête que les gens font quand tu sors ce jeu,
elle est incroyable. Tout le monde explose de mais tu te fous de nous. Et vraiment, c'est un jeu qui est trouvable en import au Japon, bon, assez difficilement, mais je recommande vraiment des gens de s'y intéresser. C'est une expérience, en tout cas. Au premier abord, on se dit, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est que du hasard. Et puis après, tu dis, non, non, mais en fait, c'est très malin. Encore une fois, c'est très malin. Vous avez aussi joué à Sumida River, un excellent jeu de défausse, je pense. Ouais, de Mashimoto, qui est un des... c'est mon auteur de jeux de pli préféré, je pense. Parmi les préférés. En tout cas, il a fait Oboro, il a fait Yados. Il fait que des jeux qui sont très obscurs. Très obscurs au premier abord, ultra malin. Mais là où tu vois l'auteur de Nana, dont j'oublie toujours le prénom, qui fait quand même des jeux plus simples et quand même profonds, là on est dans des jeux opaques, obscurs, et il faut pas mal de parties pour comprendre ce qu'il a voulu dire. C'est un peu la niche de la niche. Et c'est un jeu de défausse, probablement mon jeu de défausse préféré, avec énormément d'idées qui sortent de l'ordinaire. Notamment en début, donc on va distribuer une main de cartes, on va devoir se défausser le plus vite de sa main. Et en début de partie, on va avoir ce truc incroyable de se dire que on va pouvoir échanger notre main avec un adversaire. Donc on compte jusqu'à 3, on met un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. Pouce vers le haut, ça veut dire je veux faire un échange. Pouce vers le bas, ça veut dire je suis content de ma main, je veux pas faire d'échange. Et donc tu as ce côté déjà où tu vas échanger avec une autre personne, donc tu rigoles quand tu vois que la main qu'on t'a tu penses que ta main est pourrie, mais on t'en file une encore plus pourrie, ou au contraire, tu vois que tu as gagné au change. Et il y a aussi cette idée que tu as des jokers. Et quand tu vas donner ta main à un adversaire, tu vas aussi lui donner un joker. Donc tu donnes quand même une meilleure main, donc tu as quand même un incentive à faire les échanges parce que potentiellement les deux peuvent défausser plus vite. Et après, donc ça c'est une première idée qui pour moi est déjà excellente. Et après, on voit sur la photo en haut, il va y avoir 4 cases et on va pouvoir soit faire des paires, soit faire des suites à certains endroits. Et on va pouvoir vraiment bloquer des cases par rapport à d'autres, faire monter certains endroits pour que plus que les autres puissent jouer, reprendre la main pour rejouer. Donc c'est aussi très technique à jouer. On peut mélanger du rouge et du noir des fois quand les suites correspondent pas. Le scoring, il est toujours laser comme dans Oboro. C'est le premier joueur à s'être défaussé, il gagne 2 points, le deuxième 1 point et le dernier 0. Tu sais, c'est toujours des scorings qui sont très... Il n'y a pas de fouilluriture. Ça peut déstabiliser, mais vraiment un jeu, malheureusement celui-là... introuvable. Complètement introuvable, mais vraiment, vraiment super qualité. J'espère qu'il sera réédité. Apparemment, il y a un éditeur qui l'aurait récupéré. Ah, Pas sûr qu'il soit européen, mais on n'a pas d'infos. ça donne envie en tout cas. Moi, pendant ce temps, je jouais à Chu-Han. Bon, je vous en reparle bientôt dans la pile. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est du jeu de défausse de Tom Lehmann. Plus j'y joue, plus je l'aime. Je trouve que c'est vraiment, encore une fois, un grand jeu. Et puis, on a fait un Assyria à 4 joueurs. Là aussi, dans mon top 10 de tous les temps. Dans mon top 3 des jeux Istari. Un jeu... hyper épuré, avec très peu d'axes stratégiques qui sont très clairs et où on va lutter pour survivre. On a une map très restreinte et on va d'abord drafter des cartes de bouffe, enfin, c'est du draft ouvert. On va se positionner dans une colonne. Moins on prend de bouffe, plus on jouera tôt dans l'ordre du tour. Après, on va se positionner, on va devoir instantanément nourrir les huttes qu'on pose sur le plateau. Donc, si on a... C'est vraiment marche ou crève, quoi. Si t'as pas la bonne bouffe, tu vas vraiment être ralenti en termes de revenus, en termes de points de victoire, etc. Mais t'auras des compensations, tu regardes pour te positionner dans l'ordre du tour, attendre que un tel perde ses pions pour pouvoir prendre sa place, parce que t'as de quoi te positionner là où il est, etc. Après, il y a une nouvelle phase de dépenses de ressources pour se positionner sur quelques axes très précis. C'est hyper tendu, y a rien qui dépasse. C'est très 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 épuré. Et tout se fait dans l'interaction. J'y ai joué beaucoup à 3. Là, c'était une des rares fois où j'y jouais à 4 et ça marche aussi très très bien. Partie hyper intense, tout le monde a adoré. C'était trop bien, Assyria, vraiment. Emanuele Ornella, c'est un auteur qui a disparu, un auteur italien qui a complètement disparu. Okay. Et je sais pas ce qu'il devient, mais là, c'est un de ces tout grand jeu. Et pendant ce temps... Fond, Chain... Ouais, Food, je fais mes stories à la va-vite, il y a des erreurs de typo, tant pis.
Food Chain Magnet, donc, t'as découvert ce mastodonte de Splotter, même éditeurs que Bus. Ouais. Un jeu ultra thématique où on a des fast-food et on cherche à vendre des burgers aux gens en leur lavant le cerveau. Ouais, c'est vraiment un jeu encore. Bon, plus on joue, plus vraiment, j'ai envie de dire, les Istari et les Splotters, c'est des jeux qui reviennent de plus en plus une fois qu'on est passé. Ça fait vraiment le contre-pied de tous les Eurogames modernes où on gagne des bonus, on monte sur des pistes, On fait des tours à où les rallonge. scoring, c'est des points, des salades de points partout, on gagne des points ici, des points là pour que ce soit feel good. Là, c'est feel bad. C'est un jeu vraiment feel bad. Tu peux faire les meilleurs burgers du monde. Il y a quelqu'un qui vient, qui fait des changements, qui dévie le flux de population pour venir dans son burger. Tu scores 0 points. Tu peux finir. J'ai fini avec 550 points. Je crois que le deuxième avait 230. Ah ouais. Quelque chose comme ça. C'est vraiment un jeu. C'est la guerre absolue. Franchement, le jeu est assez simple. On peut le définir assez facilement. En fait, c'est un jeu où on va construire son organigramme d'employés. Donc il va falloir gérer des RH pour embaucher des gens, il va falloir avoir des cuistots, il va falloir avoir des managers, il va falloir avoir des gens qui font de la publicité, il va y avoir une course à pas mal de bonus qui font des améliorations, et donc en fait on va juste gérer cet écosystème de gens, et ces gens ils vont chacun produire des actions, ils vont nous donner un certain nombre d'actions qu'on va pouvoir faire à son tour. Et donc en fait le jeu se gagne en gagnant de l'argent sur une banque qui est commune. C'est aussi une mécanique qui est intéressante. La banque elle a on va dire 600 $, et une fois que les 600 $ ils sont épuisés de la banque, le jeu s'arrête immédiatement. Donc il y a une course à celui qui va vraiment vider la banque le premier, qui aura mécaniquement le plus de points vu que c'est fini. Mais à chaque fois qu'on paye des employés, on va remettre de l'argent dans la banque. Donc au début, les tours sont assez lents, et puis au fur et à mesure, ça va s'accélérer. Puis au moment, il y a quelqu'un qui va tout remporter. Donc il va y avoir des populations qui auront des demandes. On va impacter les demandes en faisant des publicités. Donc si on va mettre des publicités pour des burgers, les gens ils auront envie de faire des burgers. Mais si à côté il y a aussi une publicité pour des Coca, les gens ils voudront et des burgers et des Coca. Mais si ton fast-food ne peut faire que des Coca, les gens ne viendront pas parce qu'ils veulent burger et Coca. Donc un adversaire qui fait burger Coca, même s'il habite plus loin ou que les prix sont plus élevés, les gens viendront chez lui pour consommer. Donc il y a une campagne, il y a vraiment une guerre de la campagne de pub sur le terrain, il y a vraiment des positionnements qui sont très très intéressants, tu peux te faire des niches entourées des gens en leur bourrant le crâne, en leur mettant plein de publicités, de choses qui vraiment sont ciblées vers ta production pour que tu sois le seul à pouvoir les récupérer. C'est un jeu méga interactif. Franchement, il y a plus de règles que dans Bus, c'est clair, mais ça se joue ultra facilement. Moi, j'ai backé l'édition de luxe qui va être livrée fin d'année, début d'année prochaine, et qui va résoudre plein de problèmes de Food Chain Magnet, qui est l'installation. Il faut mettre toutes les cartes sur à plat, tout ça, il y en a partout, c'est vraiment compliqué. Là, il y aura des inserts, tu sors, tu joues. J'ai vraiment très très hâte de recevoir ces super jeux. Je pense qu'il y a encore des Late Pledge, Golden Meeple, peut-être qu'ils en ont encore à acheter, j'en sais rien, mais vraiment faut regarder, ça m'impressionnait comme jeu en termes de règles, c'est quand même top 50 BGG je crois, pas loin, quelque chose comme ça, et en fait c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on croit, il y a vraiment et tout est logique aussi. Et tout est logique, c'est-à-dire que vraiment tu rejoues demain ou même dans 6 mois on rejoue. Vraiment, tu lis le livret de l'aide de jeu et tu peux direct jouer parce que c'est vraiment ultra limpide. Donc, ne soyez pas impressionnés par ce jeu-là et vraiment foncez parce que c'est vraiment un super feeling. Ouais, moi, si vous aimez, vous faites des crasses et tout ça, c'est très bon jeu, excellent. Bah, Old London Bridge, quelle claque ce truc. Alors, j'ai pas arrêté de dire dans le marathon, on ressort des vieilleries, et les vieilleries c'est imbattable et tout. Bah là, pour le coup, Actualol, youtubeur que j'estime énormément, a parlé vite fait dans une newsletter de ce truc-là, un jeu Queen Games de 2022, co-auteur Léo Colovini, qui est un auteur que j'adore, qui fait des jeux très abstraits où rien ne dépasse. Je me dis, bon, okay. Bah j'y vais. Ça peut pas tomber à côté, ou en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Je l'ai récupéré à Essen en plus que Katmandou.
Ah ouais, voilà, ok. en mode il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Bah purée, ça, T'as bien fait. ça vaut 10 Ouais. Katmandou. C'est exceptionnel, Old London Bridge. Il faut y jouer à 4. J'ai découvert à 2 avec Maud et on avait été bluffé par le jeu, mais ça manquait énormément de tension. Bon, l'avantage à 2, c'est que tu joues vraiment en un quart d'heure, c'est hyper fluide. Ok. À 4, une demi-heure de jeu, une demi-heure de plaisir, comme a dit Audrey à table, hyper intense, rythme de jeu en permanence, on fait des enchères secrètes pour se positionner dans l'ordre du tour, tu te crées ta séquence de bâtiments, de gauche à droite, tu vas mettre Ah oui, comme maximum on voit sur la photo 12 là. bâtiments sur la partie, sur ton petit pont, tu vas devoir les faire en ordre décroissant. Ouais, tu dois commencer à 60 ou moins et puis faire que descendre. Mais à un moment, tu peux reset ta séquence si t'es bloqué en prenant un parc, mais alors tu fais un tour à vide. C'est Faraway cette histoire. Bah ouais, mais c'est beaucoup plus... c'est encore plus malin parce que y a plus de contraintes et en même temps, c'est très épuré. T'essayes à la fois de choper les bons numéros, certes, mais aussi les bons blasons. Parce qu'il y a 5 actions dans le jeu, et quand tu fais une action, elle est liée au nombre de blasons de cette couleur que tu as déjà. Mais Ok. les blasons ne sont pas liés au bâtiment. Tu peux avoir un bâtiment économique avec un blason vert, mais aussi il peut avoir un blason bleu, un blason gris, etc. Donc tu crées un petit moteur Mhm. au fil du jeu. Du coup, tu vois qui essaye d'avoir quoi. Et aussi, il y a une roue au milieu du plateau qui tourne et qui va changer la valeur des bâtiments. Ok. Et donc, il y a beaucoup d'opportunisme, mais comme c'est lié à de l'enchère, c'est génial. Tu Oui, peux t'as aussi... contrôle dessus. Ouais, t'as plein de contrôles dessus. Mhm. Tu peux aussi payer des points de victoire pour aller chercher un bâtiment qui normalement te serait inaccessible, etc. Mais ça fait un gros différentiel. Ok. Il y a quelques petits scorings de fin de partie très simples, très ciselés. Si jamais tu choisis de faire un trou dans ta séquence, tu auras des points de victoire négatifs en fin de partie parce que t'as pas tes 12 bâtiments sur ton pont. Mais Mhm. des fois, ça vaut le coup. Ça permet de faire un truc auquel les autres s'attendaient pas du tout, etc. Ok. Excellent. Excellent et à jouer à 4 joueurs en une demi-heure. Très belle édition en plus avec ces ponts en 3 dimensions et Ok. ces Ça vaut tuiles cher, bâtiments ça qui s'insèrent dedans. City, parce que c'est Je pense qu'il a King pas Games. je pense qu'il a pas marché le jeu et qu'il était 9 à 30 euros, un truc comme ça. Ah ouais. C'est Ok. peut-être 40, mais pas plus. Et honnêtement, vraiment, ça les vaut. Ça les vaut amplement. On a pris énormément de plaisir. L'édition réussie. Le look du jeu est joli. Voilà, là, on voit la roue autour du plateau. Et tout le monde a adoré autour de la table. Je vais essayer d'écrire un article parce Ça qu'il m'a donné envie. En il y a tout cas, des j'ai choses pas pu y jouer, mais- à créer, à analyser dans la mécanique. Ok. Toujours pendant le Food Chain Magnet, on faisait aussi un El Grande, très très vieux jeu de Wolfgang Kramer et Roland Ulrich, Spiel des Jahres 96, 97, par là. Un des plus vieux jeux de majorité, un des plus purs. Pour moi, c'est le jeu de majorité. Ma version est très 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 laide, ça a énormément vieilli, mais ça a un certain charme. C'est poser des cubes sur la map pendant 3 manches, et toutes les 3 manches, il y a un décompte. On fait ça 3 fois, 9 tours de jeu. 1 heure et quart de partie à 5. Je parle beaucoup de durée de partie, mais c'est important, hein, quand on a fait un Algae Inc. qui nous a un peu plombé en 4 heures, et derrière tu fais un jeu à 5 hyper intense qui dure 1 heure et quart, et t'as le temps de faire plein d'autres choses sur ta journée, c'est quand même un argument de poids, surtout quand tu vois pas passer le temps. Et El Grande, c'est hyper pur. Là aussi, enchère, visible dans l'ordre du tour avec des cartes pour se positionner. On est 5 joueurs, il y a 5 actions, chacun va pouvoir en prendre qu'une seule, et plus l'action est forte, moins elle te permet de poser de cubes sur le plateau. Donc t'as tout le temps des dilemmes. Et voilà, c'est ça. Ouais. T'as une énorme tension dans l'ordre du tour parce qu'il y a des actions qui sont plus intéressantes que d'autres, des actions qui sont plus intéressantes pour moi que pour toi. Parce que ça dit, ah, je score telle région. Par exemple, je fais un décompte maintenant dans telle région. Si je suis bien toi, tu la positionné, veux. ça m'intéresse. Mais tu peux te mettre avant moi dans l'ordre du tour, juste pour me la deny, pour la prendre sans la résoudre, et faire en sorte... Donc il y a des alliances temporaires et tout, en fonction de qui est en tête. Il y a du suspense jusqu'à la fin. Et puis il y a ce fameux Castillo, ce château-là, dans lequel on met des cubes secrets. Tu t'es fait engueuler à un moment parce que t'as voulu voir ce que Qu'il y avait c'était. dedans, ouais, C'est une espèce de réservoir à cubes. Quand on ne sait pas où mettre un cube sur le plateau, qu'on n'a pas envie de se positionner, on le met dans le Castillo. Le Castillo sera décompté comme une zone à la fin des 3 manches, et on va secrètement choisir où on va envoyer nos cubes. Et là, c'est toujours un moment
de grands éclats autour de la table. Ah non, tu les as mis là, mais fallait aller mettre là pour le contrer, etc. Et de bluff, de dire, ok, tu te mets dans la tête de l'autre, il va vouloir aller là, du coup moi je vais aller là, etc. Ça m'a donné bien envie ce jeu, je peux plus y jouer. C'était. Je pense que ça fait partie des gros classiques qu'il faut avoir. Ouais, c'est vraiment un classique auquel il faut avoir joué avant de juger un jeu de majorité pour dire si elle est bien ou pas. Ouais. Jouez à El Grande, vous verrez qui est le boss du game et après vous verrez. Okay. Et j'ai dit toutes les règles. C'est hyper épuré, il y a rien qui dépasse et tout est dans la beauté de comment les actions vont sortir, comment ça va créer de l'émulsion autour de la table et grand jeu, El Grande, excellent à 5. Petit jeu de pli où on veut pas prendre de pli, j'en ai déjà beaucoup parlé, Saika Banrai. Voilà, maintenant ça devient un classique de marathon parce que c'est fun, on peut y jouer à 6, ça va vite. Et là aussi, c'est un truc où on se fait des crasses, quoi, et où on rigole bien. Trouvable sur Golden Meeple, non ? Tout à fait, régulièrement, ils arrivent à faire du restock sur ce jeu-là. Voilà, petit jeu de pli autour des catastrophes naturelles. Belle production de cartes. Ça marche très bien. Ouais, ça marche bien, ouais. Tout à fait. The Great Split, ça moi aussi j'en ai déjà beaucoup parlé. Ça aussi c'est un des classiques de marathon parce que tu peux jouer à 7 en une demi-heure. Jeu de I Split You Choose, qu'est-ce que t'en as pensé ? J'ai été un peu moins transporté pour celui-là. Pourquoi On monte sur des pistes globalement. On monte sur des pistes. Je sais pas si j'ai mal joué ou quoi, mais moi je trouvais que les choix que je proposais à mon adversaire étaient assez évidents par rapport à ce que j'avais, par rapport à ce qu'il avait. Je dirais que sur les 6 tours où on fait ça, 6-7 tours, il y en a peut-être 2 où je me suis dit, bon là, faut que je réfléchisse un peu parce qu'elle va vouloir les mêmes trucs que moi, etc. Mais sur le ratio de partie, je dirais qu'il y a 20% du temps où j'ai réfléchi et tout le reste où c'était plutôt du jeu automatique où voilà, on se répartit puis on se dit bon, on va pas faire un truc trop poussé d'un côté parce que sinon tout de suite il va le prendre. Ouais. Faut faire attention dans son partage, donc, mais c'est j'en sais rien, ça manque d'un peu de peps, je sais pas, j'aurais aimé un truc à la comment c'est le jeu d'avant, Agent Avenue, je sais pas, où tu mettrais une carte face cachée par exemple, tu vois, un petit côté, un petit peps, c'est vrai que ça serait rigolo. Tu vois, un petit peps en plus où tu te dis, bon alors, est-ce que je prends 2 cartes plus une face cachée, ou est-ce que ça serait une variante à essayer ça. Je sais pas, mais moi le jeu tout de suite aurait plus de fun, plus de quelque chose, que juste là où au final tout le monde fait à peu près 3 d'un côté, 2 de l'autre, 2 de côté, 3 de l'autre, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Oui, ça dépend avec qui tu joues. Des fois, il peut vraiment y avoir une méta qui s'installe avec la personne à ta gauche et la personne à ta droite où vraiment tu te regardes dans les yeux, tu fais non, t'as pas osé faire ça, machin. Ouais. Mais effectivement, ça peut aussi ronronner un peu. Ouais. Et ça dépend un peu avec qui tu joues. Ça dépend de comment ça tient. Moi, ça a pas trop fonctionné sur moi. Je dirais pas non si on en fait une partie parce que c'est rapide et que ça permet de mettre pas mal de monde autour de la table. Mais ça m'a rien créé comme sensation extraordinaire. Je peux tout à fait le comprendre. Trio, classique, As d'or, tout le monde connaît. Mais nous, s'il y a une version du jeu qu'on veut vraiment mettre en avant et presque sauver parce que la version classique nous paraît moins intéressante, c'est le mode par équipe à 6 joueurs. Où là, il y a vraiment moyen de faire des choses parce qu'on s'échange des cartes avec notre partenaire et on ajoute à la dimension mémoire pas mal de tactiques. Et de jeux par équipe, d'échanges, tout ça. Je trouve que vraiment, pour le coup, tu vois, j'avais joué à Trio sans cette version-là par équipe. J'avais envie de brûler le jeu et vraiment, je trouvais ça sans intérêt. Et il faut quand même dire que Cocktail Games, la version par équipe qu'ils ont trouvée a vraiment rajouté de la matière. Je me rappelle, je détestais le jeu, c'est un des jeux préférés de Mathieu de On Joue Tu. Et il m'avait dit, mais viens mec, on joue en équipe, tu vas voir, le jeu est différent. Et c'est vrai qu'on a joué en équipe, je dis ok, d'accord, je comprends qu'il ait gagné l'As d'or parce qu'en équipe, il y a vraiment un truc qui se crée. Mais le memory en normal... je trouve peu d'intérêt, donc si vous l'avez pas déjà fait, testez la version par équipe. Il faut absolument essayer cette version. Là aussi, un classique de marathon, un jeu dont j'ai déjà beaucoup parlé, qui a une importance émotionnelle pour moi, c'est le jeu qui m'a fait repasser la porte d'une boutique, qui m'a fait replonger dans le jeu de société. C'est beau. Skull and Roses, ou rebaptisé Skull, un jeu de pur bluff où il n'y a rien. Il y a 4 cartes, 3 roses, 1 crâne, et on essaie de deviner qui a mis quoi, de faire des enchères, de bluffer. On tend des pièges aux autres, des fois on tombe dans son propre piège. En termes de jeu très simple qui crée une atmosphère, qui crée une tension, la partie a été longue, à la fin il n'y avait plus que 3 personnes en lice.
on se levait, on s'applaudissait. C'était incroyable. Franchement, j'ai jamais vu. Alors, on avait les bonnes personnes, Oui, je pense, pour jouer autour de la table. Il faut vraiment les bonnes personnes, sinon ça tombe complètement à l'eau. Mais ces genres de jeux où tu te dis, c'est que du hasard, de toute façon. Et tu sais, t'as des joueurs qui peuvent d'ailleurs se dire, oh, je mets vas-y, ma carte au je mets hasard. ma carte au hasard. Tu vois, il y a ce genre de jeu. Mais si tu joues avec des vrais gens, il y a vraiment un truc qui se crée. Tu peux vraiment te mettre dans la tête de l'autre et te se dire, attends, là, il y a eu beaucoup de ça. Toi, je te connais. Toi, t'es du genre à mettre le crâne d'abord et après à mettre l'autre. Ou toi, je te connais, je sais que tu vas faire comme ça. Et ça marche. Ça marche. La fin de partie, tout le monde était mort. On n'était plus que 3. Et cette tension que j'ai eue avec ton pote Romain, où on se regardait comme ça, était là. Moi, j'annonce 2. Et lui dit, il sait, il était persuadé que 2 allait gagner, alors qu'on ne sait pas ce qu'ont fait les autres. Mais on avait tous les deux cette intuition que mon annonce était la bonne. Et du coup, il annonce 3 exprès pour Alors perdre. qu'il a mis un crâne pour perdre, pour pouvoir relancer derrière et pour pouvoir t'empêcher de relancer gagner. derrière. Il relance derrière, il prend la main et il annonce 3. Alors que. Et moi, je le regarde, je lui dis, si tu le fais pas, c'est moi qui le fais. Et du coup, il le fait et il gagne. C'est vraiment magique. Et c'est le genre de jeu où certains peuvent passer complètement à côté en se disant, c'est qu'un jeu de hasard, c'est nul. Mais si tu mets les bonnes personnes autour de la table sur ce jeu-là, c'est extraordinaire. Moi, je vais en acheter un parce que vraiment, j'ai été convaincu aussi par ce jeu-là. Tu m'as coûté cher quand même. Hein. Le week-end m'a coûté cher. Ça fait plaisir de voir que des jeux aussi personnels dans leur appréciation, des jeux dont plus personne ne parle, comme Amitis ou Skull, trouvent un écho chez des potes aussi dont tu respectes la vie, etc. Moi, à la fin de chaque partie, ouais, j'avais presque ce qui m'importait peut-être le plus, au-delà de qui avait gagné, etc. C'est est-ce que Sylvain a aimé ou pas, quoi. C'est vrai. Et ça a plutôt globalement fait mouche, donc je suis assez content. Ouais, Ça ne se voit pas à ta tête, mais t'as aussi apprécié celui-là. Linko, de Kramer et Kisling. J'ai bien aimé, ouais, il y a des mécaniques intéressantes. Je te laisse l'expliquer, j'ai un peu Je te défausse, où, bon, voilà, on essaye de se débarrasser de sa main, mais tout en attaquant à certains moments les adversaires. Si on joue autant de cartes que l'adversaire supérieur, alors on l'attaque. On peut même attaquer plusieurs personnes autour de la table d'un coup, mais on peut aussi choisir d'ignorer ce que font les autres et de faire un peu sa course à essayer de récolter plein de cartes pour en mettre plein d'un coup, scorer, être inattaquable, se protéger. Il y a plein de bonnes idées, il y a une gestion de la rivière aussi. Des fois, tu veux être attaqué pour aller chercher des cartes qui t'intéressent dans la rivière. C'est ça. À comprendre un petit peu. C'est difficile à comprendre au début comment jouer. J'arrive pas très bien d'ailleurs. Je pense qu'il y a quand même, c'est profond, il y a quand même quelques méta à comprendre sur quand se faire attaquer, quand récupérer les cartes. Mais on n'a fait qu'une partie. Franchement, j'ai compris que la moitié du truc et du coup, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il faudrait y retourner pour oui, c'est vraiment approfondir le typiquement jeu. Le genre de jeu qui paye pas de mine. Et d'ailleurs, c'est pas encore Kramer et c'est qui a fait. C'est Kramer et Kisling. C'est incroyable. Eux, ils tirent vraiment sur tous les gens. Tous les tableaux. Ouais. Et à chaque fois, c'est des super idées, quoi. Ouais. Encore un jeu de pli qui a la particularité de bien se jouer à 5, c'est Tindahan que j'avais dans ma collection, il est là-bas. C'est Pierre Sylvester, c'est l'auteur de Du Roi est mort, qui nous a fait aussi Brian Boru. Ouais. Voilà, très bon jeu. Lui, il est pareil, très simple, il est toujours simple dans ses mécaniques et il arrive à instaurer un truc sur la table avec 4 pions qu'on met. C'est un jeu de pli qui est à la mi-chemin entre du contrôle de la majorité, de la majorité et en même temps du pli avec toute la magie se fait au niveau du scoring au final, un scoring qui se fait sur les plis qu'on a gagnés mais aussi sur les majorités qu'on a, mais à son tour quand ça arrive à nous de jouer, on n'est pas obligé de jouer une carte, on peut aussi se dire non, je mets un cube sur une majorité. Alors on se dit non, on va faire que ça, non, mais parce que du coup si on joue pas de cartes à la fin de la partie, les cartes qu'on n'a pas jouées c'est des points négatifs, donc on a ce dilemme de se dire est-ce que je vais sur une majorité? Et c'est encore un jeu où il faut juger ce que font les autres, comme Brian Boru, il faut pas que tout le monde aille sur une stratégie, sinon on s'enterre. Si tout le monde va dans Brian Boru, dans les barbares, il n'y a pas assez de bonus pour tout le monde. Si tout le monde va sur les mariages, il n'y a pas assez sur les mariages. Et là, c'est pareil. Si tout le monde va poser ses cubes, il y en a le 1 ou 2 malin qui s'est pas mis là-dedans, il peut faire sa vie, gagner beaucoup de plis et faire beaucoup de points. Donc, tu es toujours en train de te dire, mais va le contrer un peu, va faire ça. Et puis, il y a cette mécanique aussi extraordinaire. Changer l'atout. Non, oui, il y a changer l'atout, mais surtout, celui qui n'a posé aucun cube
et qui n'a gagné aucun pli, c'est-à-dire qui n'a rien fait de la partie, qui a laissé les autres faire leur vie, il gagne autant de points Il pompe que le joueur qui a le plus scoré. Et ça, c'est incroyable. On a essayé de le jouer. T'as essayé, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Alors ça, c'est vraiment un shoot the moon, parce que si ça se passe mal, bah, comme t'as rien fait de la partie, tu fais vraiment 0 points. Mais c'est plus facile à faire que ce qu'on pense, parce que tout le monde veut mettre des cubes, tout le monde veut faire des trucs, tout le monde veut ramasser des points quand il y en a. Donc rien faire, mine de rien, c'est assez jouable, et c'est vraiment... c'est franchement un gros coup de cœur. Il faut le jouer à 5, Ouais. je pense, on est d'accord Oui, pour oui, dire à fond. que 5, c'est la bonne config pour, Ouais, pour bah le oui, jeu. parce que c'est particulier, des fois tu te retrouves avec des plis qui ont 2 cartes dedans, voire une carte dedans, si quelqu'un joue une carte et puis tout le monde se dit « Oh, de toute façon c'est ingagnable, moi je vais aller sur une majorité à la place Mm. ». Donc si tu joues à 4 ou à 3, ça doit tomber à plat, tu dois avoir plein de plis tout vite comme ça. Donc ouais, 5 c'est la bonne config, et c'était une excellente surprise, et je suis très content de le posséder, j'y avais pas encore, Je pense, j'avais pas encore joué. je pense que pareil, Golden Meeple, ils doivent en avoir de temps en temps, c'est assez accessible. Je sais pas s'ils en ont déjà rentré, mais s'ils l'ont pas fait, franchement, c'est à rentrer, hein, comme dans la référence, c'est vraiment bien. Une découverte pour toi, Mille Fiori de Knizia. Jeu de draft avec un feeling assez combo, presque jeu à cocher, où chaque zone du plateau est une espèce de mini-jeu et va avoir ses propres effets bonus qui nous permettent de rejouer, de parfois faire plusieurs tours en cascade, mais le rythme est très frénétique. Bim, on joue une carte, on score au suivant, et même quand quelqu'un fait quelques tours à rallonge, on est tous là à regarder ce qu'il fait et à être impressionné, et ça avance assez vite, c'est 1 heure de partie. Il y a une extension qui est assez sympa aussi. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ben moi, ça fait longtemps que je veux y jouer. Il a été déstocké partout, donc j'ai toujours hésité à le jouer, mais bon, ça joue pas à 2. C'est 3 joueurs, c'est un peu bancal. Je pense 4 joueurs, c'est 4 bien. joueurs, c'est vraiment bien. Ouais. 4 joueurs, c'est vraiment bien. Donc un 4 joueurs only, c'est toujours pas facile de se dire je vais acheter ça pour y jouer pas souvent. Mais c'est vraiment un jeu assez bonbon, dans le sens où c'est vraiment facile à sortir avec des gens. Tout le monde est content parce qu'il y a des combos à faire. Et malgré tout, il y a de l'interaction dans le draft, les cartes qu'on laisse aux adversaires. Voilà. Ça fait partie de ces jeux de draft agréables à jouer, comme Paper Tales par exemple. Oui. Qui est assez accessible pour tout le monde dans un autre registre, là plus à combo, assez opportuniste, et vraiment moi je referai des parties sans problème. Je comprends Mounir qui aime beaucoup le jeu, je l'achèterai pas, mais chez n'importe qui me le présente, j'y jouerai avec plaisir. Ouais. Oui, et même si quelqu'un s'envole au score, comme là c'était le cas, tu restes content de faire tes petits trucs, tes petites bricoles. Ouais, puis tu vas le saouler, tu vas te mettre dessus, tu vas essayer de commencer à le bloquer. Il y a vraiment des alliances qui se créent quand il y a des gens qui vont trop abuser d'une piste. Donc il faut aussi être un peu discret sur les points que tu fais. Je pense que quand tu as l'habitude de jouer, même il faudrait limite que tu montes sur des pistes, mais que tu les finisses pas pour avoir les 20 points, pour que les gens t'oublient un peu. Et puis tu vas au dernier moment. Tu dis, allez, celle-là, je vais la scorer. Personne peut encore trop me la prendre, mais je me fais pas trop remarquer, tu sais. Je pense que c'est le genre de jeu où tu peux jouer là-dessus quand tu joues avec des gens qui ont l'habitude. Donc, super agréable, très content de... Ça fait partie des jeux que je voulais absolument essayer en venant. Et je suis content qu'on les joué, et j'y rejouerai tout le temps, quoi. Et puis, j'ai réussi encore à te surprendre. Dimanche soir, tu penses que t'as tout vu, et puis on sort un truc, un coopératif, jeu de communication limitée, de déduction, un peu à la Codenames, à la So Clover, tous ces trucs-là. Pas du tout ton style de jeu. Et t'as une bonne surprise, je pense, avec ce World Traveler qui est tombé, qui est passé complètement inaperçu, qui est un jeu par l'auteur de Decrypto. Voilà, qui a peut-être été un peu surproduit aussi, etc. Enfin voilà, les gens sont passés à côté. C'est un jeu où on va avoir un plan de la ville, et le plan nous dit ok, tu veux aller à ces endroits-là pour scorer des points. Et donc tu vas planifier un trajet dans ta tête, tu vas le représenter avec des flèches que tu associes à des adjectifs pour dire ok, là je vais en ligne droite à l'est, mais sur les 5 cases qui sont dans mon sillage, je veux m'arrêter à celle-là. On met des adjectifs qui essayent de correspondre au mieux à l'emplacement dans lequel on veut que les gens devinent qu'on s'arrête. C'est ça. Mais et du coup, il faut aussi regarder tout le reste pour se dire, est-ce qu'ils vont pas se tromper avec tel truc. Donc pareil, de l'association, cette fois-ci, d'adjectifs à des images,
il faut connaître les personnes pour se dire, bon, je pense qu'il pense comme ça, il va réagir comme ça si je lui mets tel adjectif, et de faire tout le scénario. Donc tu es constamment en train de réfléchir à T'es tout ça. un petit peu sous pression par un sablier, mais quand pas même, trop. pas trop. Et c'est vraiment, c'est pareil, c'est un jeu, je l'ai noté dans ma liste, alors que moi, j'achète pas trop ce genre de truc. Et vraiment, ça m'a beaucoup convaincu. Je trouve que il y a vraiment de super idées. Je pense que la rejouabilité, elle est excellente parce Oui, que ça dépend des gens avec qui tu vas jouer, puis il y a 4 plateaux différents, puis il etc. y a plein d'adjectifs, donc Ouais. suivant ceux qu'on te distribue, il va falloir faire Ouais. avec ce que tu as. Ouais, elle est infinie la rejouabilité. Et vraiment, pour le prix que c'est, surtout si, à mon avis, il n'a pas bien Il a marché, été il doit se déstocké, trouver ouais. en déstockage. Si je le trouve à 25 balles, 20-25 balles, franchement, je le prendrais parce que je le jouerais bien avec d'autres personnes. Je pense que ça se joue bien à 2, ça se joue bien à Oui. 3, ça se joue bien à n'importe quel monde. Tout le monde est actif au final tout le temps. Oui, c'est ça, parce que ce qui est marrant, c'est que, ok, dans un premier temps, le premier jeu, c'est de faire ton trajet, de le planifier pour essayer d'aller scorer aux bons endroits. Puis après, il y a la discussion, quoi. Et la discussion, t'entends les autres qui débriefent les indices que t'as voulu leur mettre, et tu te dis, ah, c'est pas possible, ils y étaient, puis ils partent sur autre chose, etc. Tu fais plein de théories, Tu regardes, tu dis, attends, donc on dit, peut-être il a été là, puis après plutôt là, mais non, ça colle pas avec ça, donc on va retourner en arrière. C'est très très bien, c'est très très malin, c'est thématique, ouais, bonne pioche, encore une recommandation de Simon, c'est ce que tu disais. Tout à fait. Encore du nez là-dedans, c'est vraiment très très bien. Ensuite, tu m'as fait découvrir Yuan, que j'ai acheté mais que j'avais pas encore essayé. Jeu de contrôle de territoire où tout le monde joue en simultané. On doit planifier, c'est très épuré là, très simple. On doit juste planifier. C'est très simple dans ce qu'on a à faire. On doit juste écrire le nom d'une province avec laquelle on veut interagir, mais les possibilités sont folles. Tu peux retourner à un autre bout de la map, tu peux t'étendre, tu peux au contraire te consolider tes positions. Il y a une dimension économique où tu vas avoir les bons territoires. Chaque territoire t'apporte des ressources. Voilà, pour monter en puissance dans les actions que tu vas pouvoir faire. Ces ressources vont te permettre de faire les actions de manière plus forte plus tard. Et donc tu vas vraiment avoir cette gestion de quel terrain tu veux. Les montagnes apportant plutôt du militaire, les rizières apportant plutôt de l'économique, de l'argent qui sert dans le jeu à faire d'autres choses, et les forêts qui permettent de faire des renforcements. Et donc tu vas devoir faire ça, tu vas devoir juger l'adversaire. Là où le jeu est pour moi extraordinaire, c'est ce côté de jouer ensemble, groupe, ouais. en simultané. Et donc il n'y a pas cette notion dans tous les jeux d'affrontement en général, à mon tour, j'attaque à tel endroit. Du coup, à ton tour, tu as vu où j'attaquais, moi je t'attaque par ici, et des fois tu fais un affrontement à gauche à droite, ou moi je t'attaque par derrière. Là, comme on joue en simultané, tu as vraiment cette notion de bluff qui colle en fait à la réalité militaire. Tout à fait. Parce que si tu es un général d'armée, c'est pas un tour le gars il avance, et puis toi au tour d'après tu l'attaques. C'est en permanence, tu dis mais par où il vient, qu'est-ce qu'il veut faire et qu'est-ce que moi je veux faire. Et tu retrouves cette sensation dans ce jeu-là, notamment quand tu joues à 3, 4, si tu as 2 boîtes, tu peux jouer à 7 ou 8 sans problème parce qu'on joue en simultané. Et tu as vraiment cette sensation de se dire, mais où est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il me bluffe? Est-ce qu'il va renforcer son territoire plutôt que m'attaquer? Est-ce qu'il va faire quelque chose? Et je pense que, enfin je sais pas, je pense c'est que top, ouais. bien. Moi c'est pas du tout mon genre de jeu à la base, mais ça m'a convaincu d'essayer de le sortir parce que oui, ce côté où tout le monde joue en simultané, c'est très cool. Ça s'enchaîne très vite en fait. Les tours s'enchaînent très vite. Et plus on avance dans la partie, plus le compte de points de victoire à avoir est basse pour l'emporter. Et ça, moi, tu me dis ça, ça me parle parce que c'est la garantie que la partie va pas s'éterniser. Elle va pas traîner. Ce qui peut être une crainte avec ce genre de jeu. Et donc, pour moi, ça, c'est le truc qui va faire que je vais avoir envie de le sortir parce que je sais que je vais pas rentrer dans une partie qui va me plomber, quoi. Les mauvais points, c'est la production, le livret de règles et les aides, c'est pas du tout au point. L'iconographie est loupée. C'est difficile de se mettre dedans. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont pas, à mon avis, dans le jeu, malheureusement. Ouais. Mais si vraiment vous aimez ce genre de jeu, ou si vous cherchez un jeu d'affrontement qui soit pas, qui est quand même assez déterministe, il n'y a pas de dés, il n'y a rien, pas de super pouvoir, tout ça, et une bonne porte d'entrée sans un jeu qui dure trop longtemps, c'est vraiment un jeu qui est passé à côté de tous les radars, qui a fini en déstockage Philibert quand tu l'as eu au mois de juin, qui est déstocké de partout,
et qui a été injustement mécompris parce que c'est vraiment très très intéressant ce qu'il propose. On arrive au bout. Le dernier jeu, encore Kissling. On a fait que ça en fait. Il faudrait faire un marathon Kissling et Kramer et Kirsling. Ah ouais, il y a de la matière en tout Franchement, cas. il y aurait de quoi faire. Les marathons thématisés autour d'un auteur, ça pourrait être rigolo. On a un concept là. Ouais. Le bien et le malt, alias Heaven and Hell, de Kissling, qui est un jeu, moi c'est pareil, dans mon top 20, top 30. J'adore ce jeu en configuration de 2 joueurs, c'est excellent, ça marche aussi à 3. J'en ai déjà parlé plein de fois, on fait de la bière, c'est difficile à pitcher. On fait de la bière, on veut que nos ressources soient équilibrées pour scorer à la fin. On doit avoir un équilibre parfait entre les différents jetons qu'on fait avancer et notre brasseur qui va être notre multiplicateur et qui va définir aussi un ratio pour faire avancer les jetons qu'on aurait laissés trop derrière. Et puis autour de ça, c'est une sorte de rondel game, ou en tout cas de jeu où tu peux avancer tant que tu veux, mais si tu avances beaucoup, ça laisse plus d'opportunités à l'autre. Tu regardes en permanence, ok, là je vais lui prendre ça, etc. Très difficile de rentrer dedans, hein, ce jeu, tu peux te louper complètement. C'est ultra tendu au niveau de l'argent, mais ultra tendu, franchement. Ça fait longtemps que j'avais pas joué à un jeu où vraiment, si t'as pas l'habitude, au début du premier tour, tu te dis mais là, je vais jamais m'en sortir, quoi. C'est pas possible, dans 3 tours, je suis ruiné. Tu dois avoir un plan pour relancer ton économie. Avoir un plan et il y a plein de possibilités. Ah, c'est ça qui me fait penser à Salton Sea. Ah oui, d'accord. Où tu crées un peu des trucs, tu récupères un peu d'argent, et puis cet argent, tu vas devoir tout de suite le redépenser pour recréer des trucs, puis tu vas rencaisser un peu plus. C'est un nouveau souffle. Moi, j'adore les jeux comme ça. Et à chaque fois, ton argent, il monte pas. Il monte, mais tellement lentement. De toute façon, l'argent, il si t'en as trop, ça sert à rien non plus. Ça sert à rien dans la partie, mais c'est vraiment, c'était une super découverte. Franchement, moi, je serais curieux de demander à l'auteur comment il a pondu un jeu pareil. C'est ouf. Ça ressemble à rien. Comment le gars, ça ne ressemble à rien d'autre. Parce que c'est de la pose de tuiles, oui, mais avec le côté course sur le plateau, course sur les objectifs. Tu dois planifier tes trucs. T'as ces disques d'activation qui sont vraiment cruciaux. Il y a presque du stop ou encore là-dedans parce que tu veux retarder le plus loin possible quand tu vas les activer. En même temps, si l'autre, tu tentes ta chance mais que l'autre te le prend, tu vas peut-être t'effondrer à pas avoir le bon truc pour repartir. C'est un jeu brillantissime. Moi, je le vois bien comme un jeu que ça peut s'acheter avec son copain ou sa copine. Pour des gens qui sont joueurs, qui sont quand même gamers. Je crois qu'il était au Diamant d'Or. Je crois qu'il est en 2017, 2016. Il a fini 3-4e, pas loin. Et 2017, je dirais. Et franchement, ces genres de jeux, tu peux jouer à 2 avec quelqu'un, progresser ensemble. Tu peux le poncer. Parce que si tu t'es seul à le poncer, tu défonces comme tu m'as défoncé. Hein. Je me suis fait éclaté là, c'est pas été comme à Amnesty, j'ai rien réussi à faire, mais je vais m'en prendre une copie, je vais le poncer et la prochaine fois je viens te mettre une rouste. Allez, ça marche. Ouais, non, grand jeu, tu t'y joues en 1 heure à 2 et moi j'ai fait plus de 20 parties, je continue à apprendre des trucs. C'était une bonne idée de terminer là-dessus. Je trouve que c'était à l'image du week-end où on a joué à plein de choses différentes, mais souvent des trucs quand même globalement sortis des écrans radars, des jeux de pli inconnus, Yuan, World Traveler, des jeux qui n'ont pas marché, et qui nous ont fait vivre des trucs. Et qui n'ont souvent pas marché à cause de manque de communication, de choses comme ça. Hein. Souvent, c'est pas toujours les jeux qui marchent. C'est pas la faute des jeux. Et t'as beau être fatigué, etc., c'est ces expériences-là qui font te maintenir éveillé et où des fois tu piques un peu du nez, puis il y a un truc qui se passe qui relance ton intérêt, et c'est ça qui est beau aussi dans le jeu de société. Moi, je parais plus grand, moi. C'est difficile de paraître grand à côté d'un grand. Sylvain, si tu devais retenir un jeu sur le week-end, c'est quoi? C'est Food Chain Magnet? C'est Amitis? Ah putain, c'est entre les deux, c'est compliqué. Je pense que ce serait quand même Amitis, parce que la tension, vraiment, on a été à un moment dans ce jeu-là, aspiré dans un espace-temps hors du monde, où pendant 40 minutes, j'entendais plus... Tu sais, t'es dans un espèce d'état de concentration, de flow, exactement, où t'es tellement concentré à calculer les coups en permanence, de te mettre dans la tête de l'autre, pour voir tout ça, ton cerveau, il fonctionne à 300%. Je trouve que ce moment qu'on a vécu hors du temps, il était incroyable. Il y a peu de jeux qui arrivent à proposer ça
dans un format aussi ramassé où vraiment on buvait pas, on mangeait pas, on bougeait pas de notre chaise. Il y avait plus rien qui se passait. Toi, t'étais comme ça dessus et tout. J'ai trouvé vraiment, je pense, c'était, ça faisait depuis Gozu X. Il y avait peu de jeux comme ça qui avaient, je pense, qui avaient donné ce feeling de vraiment te faire aspirer dans la table et que plus rien ne se passe autour. Et rien que pour ça, je pense que Amistice, aussi bon que le jeu est pas très beau, vraiment vaudrait le coup d'une réédition avec une boîte 2-3 fois plus petite, potentiellement en format 2 joueurs ou 2-3 joueurs, mais vraiment super découverte. Donc ça sortait de nulle part, j'y suis allé à reculons et voilà. C'est d'autant plus ça quand t'as des jeux où t'attends rien du tout, où tu te dis bon là j'y vais parce que vraiment tu me demandes, et où tu découvres un monde de fou. Je pense que c'est là où on fait les meilleures découvertes. Donc merci pour Amistice. Merci d'avoir fait le chemin jusqu'à moi. Merci à toutes les personnes qui sont venues pendant ce week-end. On a vu défiler du monde, peut-être 20-25 personnes facilement qui sont passées ici dans cette pièce rue du Jeu. Et c'est vraiment toujours des moments incroyables, hyper intenses. Tellement intenses qu'on oublie ce à quoi on a joué. Heureusement que les photos sont clair, là. ouais. Mais dès qu'on voit la photo, on a tout le souvenir, tout le ressenti qui nous remonte et on a des émotions assez fortes et j'espère qu'on a réussi à vous transmettre, à vous communiquer ces émotions-là. Et le but n'est pas de vous faire acheter un maximum de jeux, même si les jeux qu'on vous conseille, faites votre marché là-dedans. Même si... Gardez la tête froide, n'achetez pas tout. Ouais. Mais le but est surtout de vous montrer tout l'océan de possibles qu'il y a dans cet qui peuvent univers-là, exister, au-delà des nouveautés, quoi. Donc, les Mm. nouveautés, c'est bien. Il faut garder un œil dessus, très chouette. Il faut soutenir les éditeurs qui s'investissent, etc. Les auteurs, les autrices qui se crèvent à essayer d'amener des nouvelles idées, très bien. Mais gardez un œil sur ce qui s'est fait avant. Il y a énormément de pépites. Et c'est un vrai plaisir d'être un orpailleur de vieilleries, d'aller chercher les trucs qui sont sortis des écrans radars et qui mériteraient tellement d'être joués. Et comme les jeux de pli au final. C'est ça. Où tu vas sortir des trucs de nulle part qui marchent à fond. Hein. Et ces jeux, on leur donne de l'amour, ils nous le rendent et ça crée des moments. C'est beau ce que tu nous dis là. C'est des week-ends forts en émotion et j'en ressors à chaque fois à la fois rincé, à la fois reboosté jusqu'au prochain, quoi. Merci de nous avoir suivis, c'était très cool. Le Ko-fi, goldenmeeple.be, un like, un abonnement si vous aimez ce qu'on a fait. Et Sylvain, à bientôt, peut-être pour un prochain marathon. À bientôt sur la chaîne. À bientôt sur la chaîne. Vidéo. Ouais. Et voilà, ainsi s'achevait nos 3 jours de jeux de société intensifs. Ce fameux marathon, c'est toujours l'occasion de jouer à plein de choses et c'est toujours un plaisir de vous faire un débrief de tout ça. Merci beaucoup à Sylvain pour son accompagnement durant ces 3 jours et durant cette vidéo. On a été très lyrique, on était presque émus. C'était vraiment une très belle session, un très bon marathon. Et puis moi, je vais m'arrêter là avant que Zébru m'interrompe grossièrement la parole. Non mais franchement, émouvant, tu l'entends cette chochotte. C'est du jeu de société, mon gars, c'est du carton. Allez, retourne pousser tes cubes en bois dans ton coin, un jour tu comprendras ce que c'est d'être dans la cour des grands. Ciao les nazes, moi je vais traîner ma rayure ailleurs, on se reverra probablement pas, ou peut-être que si.